Bonsoir, bienvenue à cette séance du 21 octobre, soir d'élection fédérale. L'an passé, le 2 octobre 2018, on était également en séance publique lors des élections provinciales. Alors, pour vous donner un message là-dedans, on a le privilège du côté du Canada d'avoir le droit d'élire nos représentants. On a le droit à l'exercice démocratique, alors on espère que les citoyens et les citoyennes qui sont présentés pour exercer le droit de vote, et en même temps, on va avoir une pensée pour les pays où cette démocratie donne existence. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Propose. Je seconde. M. Michel propose, M. Richard seconde. Alors, vous avez reçu par voie électronique le projet d'ordre du jour dont je vais vous faire lecture au point 1, ouverture de la séance, au point 2, ordre du jour, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019, au point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Au point 5, correspondance au 18 octobre 2019. Au point 6, administration générale et gestion financière. 6.1, liste des comptes au 30 septembre 2019. 6.2, état comparatif au 30 septembre 2019. 6.3, état comparatif au 31 décembre 2019. 6.4, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020. 6.5, modification de la résolution 2019-358, vente d'une partie du lot 3-429-433 du cadastre du Québec à l'entreprise 9178-3787 Québec Inc. 6.6, abrogation de la résolution 2019-355, demande d'aide financière pour la mise en commun et l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue. 6.7, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue et la mise en commun avec la municipalité de Sébec. 6.8, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue et la mise en commun avec la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. 6.9, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, acquisition d'une débroussailleuse par la municipalité de Val-Bruyant et mise en commun, participation de la ville d'Amqui. 6.10, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, acquisition d'un GPS par la MRC de la Matapédia et mise en commun, donc participation de la ville d'Amqui. Alors, on est beaucoup dans la coopération à cette séance et je pense que c'est la semaine de la coopération, toute réserve. Alors, on est dans le thème. Voilà. 6.11, demande au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, accessibilité à la téléphonie cellulaire, appui de la ville d'Amqui. Point 7, ressources humaines et technologies de l'information, 7.1, attribution du poste de col bleu classe 2 au service des travaux publics à M. Michel Lavoie. 7.2, confirmation d'embauche de M. James Lévesque au poste de moniteur et caissier au service des loisirs. 7.3, assignation temporaire de M. John Bérubé au poste de mécanicien de machinerie fixe au service des travaux publics. Point 8, travaux publics et hygiène du milieu. Appel d'offres sur invitation, achat d'abrasifs pour l'année 2019-2020, adjudication du contrat. 8.2, mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia. Appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles, donc lancement de l'appel d'offres. 8.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2020, lancement de l'appel d'offres. 8.4, ajout de lampadaires pour les rues Robert-Pilot et Marc-Aurèle Fortin pour acceptation. Je vais laisser Mme Sylvie poursuivre. Oui, avec plaisir. Au point 9, urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 3 415 004 du cadastre du Québec situé au 21 Place Lévesque. 9.2, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 750 du cadastre du Québec situé au 90 à 110 rue Proulx. 9.3, demande de dérogation mineure pour le lot 6 063 816 du cadastre du Québec, situé au 256 boulevard Saint-Benoît-Ouest. En 10, développement économique durable. 10.1, club de golf Revermont,
demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, appui de la Ville d'Amqui. En 10.2, offre de services de l'entreprise d'électricité Garon et Fils pour l'entretien du bâtiment de la gare, acceptation. En 10.3, entente avec Gestion Gisman Incorporée, démolition du bâtiment sur le lot 3 165 583 du cadastre du Québec, désignation des signataires. En 11, loisirs et culture. 11.1, plaidoyer de culpabilité pour le constat d'infraction numéro 100, 400, 117, 122, 45, autorisation de paiement et désignation d'un signataire. En 12, demande de dons et commandites. 12.1, liste des dons au 15 octobre pour approbation. En 13, représentation, congrès et formation. 13.1, la réunion annuelle d'information et de coordination du Bas-Saint-Laurent par le ministère des Transports le 5 novembre à Saint-Antonin. Autorisation de déplacement. En 13.2, le Sommet international de l'innovation en ville médiane du 13 au 15 novembre 2019 à Shawinigan, autorisation de déplacement. 13.3, formation de l'UMQ, les enrobés bitumineux pour bien comprendre pour mieux gérer, le 14 novembre à Matane, autorisation de déplacement. 14, affaires nouvelles. 14.1, le point est retiré. 14.2, motion de félicitations à Mme Marianne Potvin et M. Bertrand Hudon, bénévole de l'année pour la fête des moissons du 10 octobre 2019. 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. 16, période de questions et commentaires des élus. Et en 17, la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour accepter cet ordre du jour. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Égide, et vous êtes appuyé par... Appuyé, Mme Sarah. Merci. Donc, vous avez reçu par voie électronique le procès-verbal de la séance du 7 octobre. Donc, est-ce qu'il est conforme aux délibérations qu'on a tenues? Si oui, je vais prendre une proposition pour en faire son adoption. Je vais le proposer. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel. Merci. Point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Alors, on a des gens dans la séance. Il y a des personnes qui veulent interpeller le conseil. Je vous invite à le faire en vous présentant et en vous présentant au micro et en vous nommant. Alors, si on n'a pas de période de questions, s'il n'y a personne qui se présente, je vais aller au point 5. Correspondance au 18 octobre. Donc, vous avez reçu la correspondance qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions à regard de ces correspondances-là? Sinon, je nous amène au point 6, Administration générale et gestion financière, 6.1, liste des comptes au 30 septembre 2019 pour approbation. Monsieur Michael. Oui, donc je vais en faire la présentation. Donc, la liste des comptes est pour un total de 1 321 240,27, composé de chèques émis en septembre 2019 pour un total de 231 431, des prélèvements pour 133 403. À ça s'ajoutent des paies pour environ 124 000 $. On a également des frais bancaires qu'on voit, là, entre autres, des intérêts sur emprunt temporaire, donc nos règlements d'emprunt, 805-16 qui est pour la réfection des rangs, 808-17 FEPTE rue diverses, 807-17 pardon, Place Lévesque. Puis ensuite, on a des paiements autant en intérêt et en capital pour deux financements pour les numéros de règlement qui sont les 573, 658, 661, 738, 708, 734. Puis on a aussi le financement du 578, 729, 746, 805, 808 et 811. Avec une liste des comptes à payer au 30 septembre, totalisant 552 652 $. Donc, c'est grosso modo ça. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à la liste des comptes, je pourrais peut-être essayer d'expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des questions du côté des élus? Ce sont des comptes que vous avez vérifiés, Mme Sylvie? Un par un.
Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre une proposition pour l'acceptation. Je propose, on sait bien. Monsieur Richard, vous les proposez et vous êtes appuyé par Je vais... Madame Sarah. Oui. Merci. 6.2 et 6. Je ne sais pas, Monsieur Michael, si vous voulez les présenter dans l'ordre ou les présenter dans un même temps dans votre discussion. En fait, les deux états comparatifs vont être présentés dans un même et seul document. D'accord. Le manuel d'information de la présentation financière permet de faire ça. Peut-être plus simple ou plus rapide également de ce côté-là. Donc, la loi prévoit en fait que deux états comparatifs doivent être présentés. Le premier état comparatif compare les résultats cumulés au 1er janvier jusqu'à, dans notre cas ici, au 30 septembre. Donc, on a au 30 septembre 2018, puis on a l'exercice courant qui est le 30 septembre 2019. Le second état comparatif, ce qui est demandé également, c'est de présenter des prévisions financières de l'exercice courant. Donc, ce qu'on s'attend à terminer au 31 décembre 2019 versus le budget 2019, puis d'expliquer sommairement les écarts. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire ensemble rapidement. Si on regarde du côté des prévisions financières, les revenus de fonctionnement, je ne sais pas si on peut projeter à l'écran. Ça ne l'a pas? OK. Bon, je vais y aller de vive voix. OK. Ça l'orientera. Je vais débuter. Donc, du côté des revenus de fonctionnement, on a des revenus de fonctionnement qui, en fait, on s'attend au 31 décembre d'avoir pour 7 762 000 de revenus de fonctionnement versus un montant budgété de 7 889 000. C'est une diminution de presque 127 000, ce qui est un montant quand même important. L'écart, en fait, l'explication de cette diminution de revenus-là se situe surtout au niveau des taxes foncières pour les 6 logements et plus. En fait, dans le budget 2019, on avait considéré quelques mois, donc c'est-à-dire 2 mois de revenus pour Château-Bellevue, en fait la nouvelle bâtisse qui a été construite. L'évaluation, en fait, va être portée au rôle l'année prochaine, donc en 2019. Ça n'a pas été évalué encore. Il va y avoir des revenus. Par contre, ces revenus-là sont reportés à 2020 avec une rétro. Donc, de ce côté-là, on a une diminution d'à peu près 23 000 des revenus de taxes foncières pour les 6 logements et plus. On a également, du côté des taxes de services d'égout, la contribution d'AgroPur à l'entente industrielle qui a nettement diminué par rapport à ce qui était budgété pour 2019. Ça s'explique en fait par l'audit 2018 qui a été réalisé conformément à l'entente, dans laquelle on voyait les charges en fait pour la ville en pourcentage diminuer de façon importante pour AgroPur, pardon. En fait, AgroPur est passé de 48 % à près de 28 %. Ce qui veut dire que sa contribution, conformément à l'entente industrielle, a été nettement inférieure. On a noté cet ajustement en 2018, mais on le remarque aussi en 2019, puisqu'à ce moment-là, le budget avait été dressé avec l'information qu'on avait à ce moment-là. Aussi, du côté des taxes foncières industrielles et commerciales, on va à l'écran. Donc, oui, c'est ça. Du côté des taxes foncières industrielles et commerciales, on note une croissance de ces immeubles inférieure aux prévisions budgétaires qui avaient été faites. Donc, une diminution d'environ 24 000 $ pour ces revenus-là. Si on regarde globalement, on parle toujours d'une diminution de 127 000 pour les revenus de fonctionnement, pour les taxes. Ensuite, si on regarde rapidement du côté des compensations tenant lieu de taxes, vous ne verrez pas beaucoup de variations de ce côté-là. La petite écart qu'on constate, c'est normal. Le gouvernement paye sur la base du taux global de taxation. Nous, on y va toujours avec le taux global de taxation budgété, puis il y a un petit ajustement au niveau réel qui se fait. Donc, l'écart se situe à ce niveau-là. Si on poursuit au niveau des revenus de fonctionnement, donc les autres services rendus, on a une augmentation de
de ses revenus d'environ 266 000 par rapport au budget. Donc, 697 600 par rapport à 431 372 qui avait été budgété, principalement en raison de l'augmentation des revenus pour les parcs éoliens. Pour les parcs éoliens, en fait, on a Roncevaux qui a une nette augmentation des revenus de ce côté-là, un peu plus de 200 000. On a également la redistribution du fonds de prévoyance d'à peu près 70 000. Puis, on a le dernier parc éolien qui est Lac Alfred, une augmentation d'à peu près 80 000 de ce côté-là. Finalement, si on continue, les impositions de droit, on a une diminution d'environ 25 000 à ce poste budgétaire-là, principalement en raison d'une diminution des droits de mutation qui sont plus bas qu'à l'habitude. Donc, c'est à peu près un 30 000 qu'on a de diminution de revenus de ce côté-là, ce qui explique principalement l'écart. Au niveau des intérêts, on a une augmentation des revenus d'intérêt, principalement liés au compte courant. Et puis, pour ce qui est de la vente de la cessation d'actifs immobilisés, il n'y en a pas eu jusqu'ici en 2019. On s'attend à... en fait, quand on a monté les prévisions financières, on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, c'est la diminution de 45 000. Au niveau des services rendus à d'autres organismes municipaux, on va passer, il n'y a pas d'écart. C'est conformément aux ententes qui sont signées, entre autres, pour la piscine. Au niveau des loisirs, si vous êtes à l'aise avec ça, on va le regarder en corrélation avec les dépenses. Donc, je vais juste aller chercher mes notes pour ça. Donc, pour l'Arena, on note une diminution des revenus de près de 9 000 $, principalement expliquée par la diminution des locations de glace, mais également l'annulation du camp de hockey qui amène une perte de revenus de 4 500, mais également une diminution de dépenses de 4 000. Du côté des dépenses d'Arena, si on va à la page suivante, donc du côté des dépenses d'Arena, on note une diminution des dépenses de 14 000, principalement expliquée par une diminution des salaires pour le camp, une diminution attendue des salaires nets de près de 4 400, correspondant à une subvention salariale pour les activités qui sont tenues au parc Rostand. Donc, on a réussi à aller chercher de l'aide financière de ce côté-là, ce qui vient diminuer le coût. Une diminution aussi attendue des coûts d'entretien, donc en pièces et main-d'œuvre, au niveau de l'Arena, pour près de 7 300. Ensuite, si on descend, on va retourner dans les revenus, Jonathan. Pour la piscine, on note une diminution des revenus de près de 6 300 $, principalement liée à la diminution des cours de natation des 14 ans et plus de près de 5 100 et une augmentation des dépenses de 6 000 $ qui s'explique en grande partie par une plus grande consommation de produits chimiques liée en fait à l'augmentation de la température de l'eau. On avait augmenté le poste budgétaire, par contre, ça a été au-deçà des prévisions budgétaires pour ce poste-là. Si on retourne du côté des revenus maintenant, le centre récréatif et la salle communautaire, on note à ces postes-là une augmentation des revenus de 51 000 $. C'est principalement en raison, en fait, du renversement de la provision qui avait été comptabilisée en 2018, en décembre 2018, d'à peu près 50 000 $ afférent à des revenus de location avec la commission scolaire et diffusion Mordicus. Donc, c'est ça, en fait. On a perçu les sommes, donc on reverse la provision. Au niveau des dépenses maintenant de la salle communautaire, on note une augmentation d'environ 4 000 $ qui est surtout liée à de l'entretien, qui a été plus élevé que ce qui avait été budgété, donc entretien du bâtiment, entretien des équipements, et une diminution du côté du centre récréatif des dépenses d'environ 4 900 $, principalement liées, encore une fois, à l'entretien, qui, du côté du centre récréatif, il y a eu moins de dépenses d'entretien qui ont été réalisées. Maintenant, si on retourne dans les revenus pour la bibliothèque, donc on note une augmentation des revenus de la bibliothèque de 6 800 $, principalement en fait liée à une subvention financière qu'on est allé chercher du côté de la MRC de la Matébétia pour de l'animation qui totalisait 6 000 $.
Puis une augmentation des dépenses de 18 000 qui est liée au versement d'une allocation de retraite de la préposée à la bibliothèque qui a pris sa retraite vers vers le début 2019. Maintenant, du côté des parcs et terrains de jeu, on note une augmentation des revenus de 13 500, principalement expliquée par l'augmentation des inscriptions au terrain de jeu. Donc, on est allé chercher un 9 300 $ de revenus supplémentaires de ce côté-là, grâce à une bonne participation des jeunes. Puis, on est allé chercher également une subvention salariale liée à la lutte contre la bourse du côté de Emploi Vert Canada qui totalisait environ 3 300 $, qui diminue la contribution de la Ville, en fait, pour ce service-là qu'on a commencé à faire des interventions sur notre milieu en 2019. Du côté des dépenses, maintenant, pour les parcs et terrains de jeu, on a une augmentation des dépenses de 11 000 $, principalement liée à l'augmentation des salaires liés à l'animation, donc pour le terrain de jeu, entre autres. Puis aussi une augmentation des frais d'entretien pour la fontaine Desjardins, environ 3 500. Il y a eu des travaux majeurs quand même qui ont été réalisés de ce côté-là. Maintenant, pour la gare, on note une augmentation des revenus de 2 000 $, principalement liée à la location des espaces qu'on fait à l'entreprise Tacti de l'Est, mais également liée à l'entente qu'on a avec Via Rail. On est allé chercher des montants légèrement supérieurs à ce qui avait été budgété de ce côté-là. Les dépenses de la gare ont augmenté de 8 000 $. En fait, ces dépenses-là sont liées à de l'entretien. On a réalisé beaucoup de travaux à la gare en 2019. Il y en a d'autres qui s'en viennent très prochainement. Donc, c'est une augmentation de 8 000 $ pour ces travaux-là. La location de gymnase et autres activités. On a une diminution des revenus de 900 $, mais par contre, on a réussi à aller chercher une diminution des dépenses de 5 500 $. Donc, somme toute, c'est quand même positif de ce côté-là. Puis, si on continue maintenant, toujours dans les revenus, tout à la bonne page, Jonathan, les transferts conditionnels. Donc, pour les transferts inconditionnels, ça ne bouge pas beaucoup. C'est la péréquation. C'est le seul poste qu'on a de ce côté-là. Il y a eu un petit ajustement. Du côté des transferts conditionnels, on a un 59 000 $ de plus. Donc, il y a un 56 000 $ qui est lié à la subvention PAVL-ERL. Donc, il y a 2 redditions de comptes qui ont été faites. Donc, c'est un 56 000 $ qu'on a pu aller chercher de plus de ce côté-là. Et puis, il y a aussi le versement du solde résiduel de l'enveloppe locale de 2017 qui a été versé en 2019. Maintenant, on tombe... Regardez le total. Donc, pour les revenus de fonctionnement, on tombe à un total de 10 394 000, l'estimation au 31 décembre, contre 10 190 100, donc ce qui était le budget, dont une augmentation des revenus de 204 000, qui est principalement liée à l'augmentation des revenus éoliens qu'on a pu faire. Et puis, en fait, pour discuter des revenus éoliens, c'est une belle surprise. C'est pas quelque chose qui va être récurrent, mais c'est quelque chose qui a quand même été bien accueilli, puisque si n'eût été des revenus éoliens, la situation aurait été différente au niveau des revenus. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc on va regarder rapidement les dépenses qu'on n'a pas déjà couvertes du côté des loisirs. Donc, les dépenses pour l'administration générale, pardon. On a une petite augmentation du côté de la législation. C'est principalement dû, en fait, à une nouvelle directive du côté fédéral qui veut, en fait, que les allocations de dépenses, en fait, le remboursement de TPS, on ne peut plus aller le chercher lié aux changements qui ont été apportés, ce qui veut dire une augmentation d'à peu près 2 à 3 000 $ de ce côté-là. C'est principalement ça qui explique l'augmentation des dépenses de ce poste budgétaire-là. Du côté maintenant de l'application de la loi, donc c'est un montant qu'on budgète à chaque année pour si en fait la Ville a besoin de recourir à des services juridiques. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'utilisation du montant. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être un petit 1 000 $ qui va être utilisé d'ici au 31 décembre.
Donc, par rapport au budget, ça serait une diminution de 7 000. Du côté maintenant de la gestion financière et administrative, mais également de la greffe, on voit une augmentation nette d'environ 40 000, qui est principalement expliquée en fait par un reclassement du salaire de la greffe, qui maintenant est la direction générale, et puis également l'embauche du greffier vers la mi-juin. Du côté maintenant de la sécurité publique, on a une augmentation d'environ 10 000 pour la sécurité policière. C'est en fait principalement une diminution de la quote-part de la Sûreté du Québec. On s'attendait à une quote-part qui devait être aux alentours de 660 000, c'est plutôt 653 000. Donc, il y a une diminution de ce côté-là, c'est principalement ça l'explication. Pour le reste, ça ne bouge pas beaucoup. Du côté, maintenant, les dépenses pour les transports. Donc, pour la voirie municipale, on a une diminution des dépenses. On s'attend en fait à terminer l'exercice à 711 000 contre 804 000 qui avaient été budgétés pour 2019. En fait, de ce côté-là, c'est principalement lié à de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre. Donc, c'est certain qu'il y a des travaux qui devaient se réaliser en 2019 qui n'auront pas pu se réaliser, qui vont être reportés à 2020, ces travaux-là. Maintenant, en fait, on a l'inverse qui se produit pour le déneigement. Vous savez qu'on a eu un hiver rigoureux, en fait, une fin d'hiver 2018-2019. Ça a résulté en fait en une augmentation des dépenses de déneigement, principalement des salaires, de l'entretien de la machinerie. Donc, on a une augmentation de 115 000, près de 116 000 de ce côté-là. Au niveau de l'éclairage des rues, on a une diminution de la dépense, c'est surtout de l'électricité. Donc, de plus en plus, on remplace nos lumières de rue par des lumières au LED. Donc, il y a une économie qui est là, puis on le remarque de plus en plus. Finalement, si on continue, hygiène du milieu, si on prend entretien du réseau d'aqueduc, eau usée et réseau d'égouts, donc on a une légère augmentation de ce côté-là. En fait, on a un préposé à l'aqueduc et égouts qui est absent, en fait, le poste n'est pas comblé actuellement. Donc, on a des diminutions de salaire. Par contre, on a des augmentations de contrats qu'on va chercher à l'externe, donc des travaux qui sont réalisés à l'externe plutôt qu'en régie. Et puis, finalement, pour l'enlèvement des ordures, on a un 29 000 de plus de dépenses. Donc, on a une dépense estimée de 951 000 par rapport à 922 000 qui était au budget. C'est principalement lié à l'ajustement du contrat. Donc, il y a une clause dans le contrat qui prévoit que le prix du contrat est ajusté en fonction du prix à la pompe du diesel. Comme le diesel a augmenté beaucoup pour la période visée, le contrat a été indexé à la hausse conséquemment. Finalement, si on va du côté des logements sociaux, on a une augmentation de dépenses de 13 000 Donc, de ce côté-là, il y a une augmentation qui est liée à 2019, mais on a aussi une augmentation qui est liée à 2018. On parle d'environ 4 000 pour 2018, qui se trouve à être des sommes que la Ville d'Amqui verse pour des déficits d'exploitation, mais les versements sont faits sur des bases budgétaires. Donc, l'audit de l'OMH a été fait pour 2018, ce qui veut dire qu'on se réajuste au réel. Il y avait un 3 à 4 000 qui était payé de ce côté-là. Puis, on a le même principe qui s'applique pour l'exercice en cours. Donc, les prévisions financières initiales sur lesquelles on avait budgété, qu'on avait fait le budget 2019, en fait, on a une augmentation du déficit d'exploitation pour l'OMH. Donc, la Ville d'Amqui, la part qu'elle ramasse par rapport à ces dépenses-là, elle augmente elle aussi conséquemment. Si on regarde du côté de l'urbanisme, on a une diminution de 18 600 $ des dépenses d'urbanisme, principalement liées à une diminution de salaire. Donc, on a un employé qui est en congé maladie pendant une certaine période, ce qui fait que pendant cette période de temps-là, il y a une diminution de salaire. Puis c'est principalement ça, le 19 000 de diminution.
Au niveau du développement économique, on a aussi une diminution des dépenses de 15 000, mais cette fois-ci principalement expliquée par une diminution des transferts effectués à la SODAM, donc à la Société de développement économique d'Amqui. Donc, on avait regardé rapidement aussi les dépenses des activités de loisirs. Les seuls qu'on n'avait pas regardé ensemble, c'est du côté de l'administration. Donc, on a une augmentation de ce côté-là qui est liée en fait à la comptabilisation d'une provision pour départ à la retraite. Et puis, ça fait le tour pour les dépenses de loisirs. Je crois qu'on a tout couvert. Comment? Ouais. Bon, un petit menu. Finalement, on a les frais de financement. Donc, on a une augmentation des dépenses des frais de financement d'environ 81 000 par rapport au budget. Ce qui explique cette augmentation-là, c'est en fait, on est allé en processus de financement pour un montant de 6 537 000. Ce financement-là, c'est pas réalisé au pair, c'est-à-dire qu'on a eu des frais d'émission à débourser par rapport à ça. C'est environ 70 à 80 000 qu'on a payé en frais d'émission. Par contre, ces sommes qu'on a déboursées en 2019 nous auront permis d'aller chercher un taux d'intérêt beaucoup plus avantageux pour la ville d'Amqui. Donc, il y a un gain qui est fait sur le long terme. On parle d'un taux d'intérêt qui est à 2,4 par rapport qui tourne aux alentours à 3,25 Donc, c'est certain que l'impact se situe au niveau de 2019, mais sur le long terme, ça va être bénéfique. Maintenant, pour conclure, les dépenses d'affectation. Donc, on a les affectations pour les immobilisations à même le fonctionnement. On a une diminution de ce côté-là. On avait prévu des dépenses en immobilisation à même le fonctionnement de 240 000. On s'attend plutôt à ce que les dépenses se situent aux alentours de 219 000. En fait, ce qui explique la diminution, c'est des projets d'investissement qui n'ont pas pu être réalisés en 2019, qui sont reportés à 2020. Et puis aussi, on est allé chercher des aides financières pour certains projets d'investissement qui n'avaient pas été budgétés. En fait, c'est des programmes d'aide financière qui sont sortis et puis pour lesquels on a pu appliquer et aller chercher des sous. Également, du côté du fonds de roulement, on a une affectation qui est de 7 000 $ inférieur au budget. En fait, le 198 526 qu'on voit du côté du budget, ça incluait des travaux qui devaient être payés en même le fonds de roulement, mais pour lesquels on n'a pas pu avoir les factures au 31 décembre 2018. Donc, le remboursement va se faire plutôt en 2020. C'est un remboursement sur 5 ans. C'est principalement ça qui explique la variation. Donc, pour les dépenses, on a des dépenses au réel qui sont de 10 millions. En fait, des prévisions de 10 342 000 versus les dépenses budgétées de 10 190 000. Donc, on a une augmentation des dépenses de 152 000 $. Au niveau du résultat net, on parle d'un résultat net, en fait, de 52 000 $. Donc, le montant qui vous est présenté, en fait, c'est l'excédent de fonctionnement des fins fiscales. Donc, c'est ça, 52 000 $, c'est ce qu'on s'attend pour l'exercice 2019. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, merci, M. Michael. On peut commenter d'ordre public, simplement dire que cette présentation-là, l'ensemble des élus l'ont eu de façon privée. On a eu l'occasion la semaine dernière de prendre connaissance et d'interpeller M. Michael dans le cadre d'une rencontre de travail. Alors, voilà, donc ce soir, on parle d'un excédent anticipé d'à peu près 50 000, ce qui est environ 0,5 de 1 % du budget global de la ville. Donc, on peut pratiquement dire qu'on anticipe là, un résultat au 31 décembre qui est assez près du zéro, parce que 50 000 $ sur 10 millions, là, ça donne une ligne très fine entre, si on pense entre autres aux enjeux liés aux intempéries ou aux conditions climatiques qui peuvent nous amener des bonnes ou des mauvaises surprises. Alors, toute réserve, les prochains mois, on a anticipé ce que sont habituellement des dépenses sur la base d'un historique pour les prochains mois, mais selon le scénario qu'on a, on est dans
un portrait là, qu'on peut dire qu'on est très près du zéro là, en termes de l'écart entre les revenus anticipés et les dépenses projetées. Donc voilà, je ne sais pas si mes collègues veulent l'ajouter, sinon ça fait l'objet d'une rencontre. Je remercie M. Michael pour cette présentation détaillée. Donc on était en dépôt, on n'a pas besoin d'avoir une résolution à cet effet. Merci. 6.4, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020. Donc, vous avez reçu une proposition d'un calendrier pour la prochaine année. Est-ce qu'on doit le commenter? Sinon, tout simplement dire qu'on va maintenir l'idée d'une rencontre mensuelle. Oui, mais allez-y, M. Vincent. Oui, tout à fait. En fait, là, c'est une obligation légale de par la loi sur les cités et villes que le conseil municipal dépose avant la fin de l'année pour la prochaine année civile qui commence du 1er janvier au 31 décembre prochain. Proposer là, les dates et l'heure des prochaines séances ordinaires du conseil municipal. Ce qui est suggéré ici, c'est d'avoir une séance par mois. Donc, les dates proposées, c'est le lundi 20 janvier 2020, le lundi 17 février 2020, le lundi 16 mars 2020, le lundi 20 avril 2020, le mardi 19 mai 2020, le lundi 15 juin 2020, le lundi 13 juillet 2020, le lundi 17 août 2020, le lundi 21 septembre 2020, le lundi 19 octobre 2020, le lundi 16 novembre 2020 et finalement le lundi 14 décembre 2020, toujours à 19h30. Donc, voilà, ça prend une résolution. Merci, M. Vincent. On sait également que s'ajoute à ces séances publiques des rencontres de travail là, chaque quinzaine. Donc, l'idée pour les élus, c'est d'avoir des plages également pour travailler avec les gestionnaires de façon à faire avancer des dossiers là, en vue de les présenter éventuellement à des séances du conseil. Donc, là, également, ce projet-là a fait l'objet de présentation préalable du côté du conseil. Alors, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, s'il y en a, vous êtes les bienvenus à les faire. Sinon, je prendrai une proposition. Je propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Merci. 6.5, modification de la résolution 2019-358 qui concerne la vente d'une partie du lot 3-429-433 du cadastre du Québec à l'entreprise 91-78-37-87 Québec Inc. Donc, une petite modification apportée. Est-ce que c'est vous, M. Vincent? Oui, ben, je peux y aller. En fait, on avait adopté une résolution dans ce sens à la dernière séance. Toutefois, là, il est bien de préciser que quand on vend un immeuble d'une ville, ben, il faut avant tout le transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé avant de procéder à la vente. Donc, c'est ça qu'on vient préciser à même cette modification-là. Et aussi, par le fait même, on avait le nouveau numéro de lot de la partie SCD qui est le 6 339 044 du cadastre du Québec. Donc, on vient apporter ces précisions-là pour la transaction à être effectuée chez le notaire. Bien, des questions, des commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Pose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Sarah. Oui. Merci. Alors, la prochaine séquence est en lien avec des projets de coopération intermunicipale, mais la première concerne l'abrogation d'une démarche qu'on voulait faire du côté de Saint-Léon, mais qu'on ne peut pas donner suite. Alors, je ne sais pas qui nous présente l'ensemble de ces... Uniquement, le premier point, oui, en fait, allons-y, pour abrogation. Saint-Léon-le-Grand, c'est Oui. une abrogation parce que finalement, le conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand n'a pas été de l'avant dans ce projet-là. Le premier point, c'est d'abroger la résolution qu'on avait adoptée à la dernière séance. Bien. Alors, on a besoin d'une proposition, d'un proposeur. M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard, merci. Donc, 6.7, programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une pelle mécanique sur peau et la mise en commun avec la municipalité de Sébec. Donc, on reprend avec d'autres municipalités le même projet présenté en séance précédente. M. Michael. Oui, donc c'est toujours le même projet qui avait été présenté à la séance précédente. Donc, cette fois-ci, ce serait plutôt du côté de la municipalité de Sébec et de la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. Mais dans ce cas-ci, pour le point
6.7, donc ce serait la municipalité de Sébec. Donc, c'est tout simplement pour une résolution dans le but de reconnaître la ville d'Amqui comme étant le responsable dans le cadre du dépôt de la demande d'aide financière. Et puis, c'est ça, ça prend une résolution pour être en mesure de faire la demande d'aide financière. Peut-être rappeler qu'on avait ce besoin-là, puis l'idée de la coopération intermunicipale nous permet, dans ce cadre-là, de tenter d'aller chercher une somme de 50 000 $. On peut préciser peut-être cette information-là. Alors voilà, donc dans ce cas-ci, 6.7, est-ce que Monsieur Egile, vous proposez? En faire la proposition, monsieur. Et vous êtes appuyé par Mme Sarah? Oui. Alors, si on voulait couper court rapidement, 6.8, c'est exactement le même programme, mais dans ce cas-ci, on adresse cette demande-là à Saint-Alexandre-des-Lacs. Ce qu'il faut savoir. Bon. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours le même projet dans le but d'aller chercher une aide financière de 50 000 $. Puis, c'est ça. On ne fera pas deux acquisitions. Ce qu'il faut, c'est que nous, on a notre séance le 21 octobre et il faut déposer ces projets-là avant le 8 novembre. Donc, on veut s'assurer, on a interpellé les deux municipalités. C'est sûr qu'il y en a une des deux avec laquelle on va faire affaire, mais on vous laisse donner une plus grande marge de manœuvre pour s'assurer qu'au moins une des deux municipalités dans ce cadre-là accepte là, de présenter un projet conjointement avec la Ville d'Amqui. Alors, sur la même base, en 6.8, dans ce cas-ci, pour Saint-Alexandre-des-Lacs, une proposition. On va faire la proposition, toutes les propositions par rapport à ça, de l'aide financière, je vais vous allez y aller. Oui. OK. Alors, je vais quand même les prendre une par une. Mais dans ce cas-ci, M. Gilles, vous allez proposer, vous êtes appuyé par M. Michel. En 6.9, dans ce cas-ci, un programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, acquisition d'une débroussailleuse par la municipalité de Val-Brillant, dans ce cas-ci, qui souhaite notre collaboration. Allez-y, M. Michel. Oui, exact. Donc, à la dernière séance, on a adopté une résolution pour l'acquisition d'un chargeur sur roue en commun avec la municipalité de Val-Brillant. Cette fois-ci, c'est la municipalité de Val-Brillant qui demande à la ville d'Amqui de l'appuyer toujours dans le même programme d'aide financière, mais en lien avec une acquisition qu'elle souhaite faire et pour lequel la ville d'Amqui pourrait avoir en fait une certaine économie à se regrouper. Donc, ça serait une acquisition d'une débroussailleuse. En fait, c'est un accessoire pour aller sur un équipement de voirie. Donc, c'est ça, ça prend une résolution à titre de partenaire dans le dépôt de cette demande d'aide financière-là. J'appuie, monsieur le maire. Alors, j'ai besoin de la proposition. Je comprends que propose, monsieur le maire. M. Gilles, vous allez proposer. Vous êtes appuyé par M. Richard. 6.10, dans ce cas-ci, un programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, acquisition d'un GPS par la MRC de la Matapédia. Et dans ce cas-ci, on souhaite la complicité de l'ensemble des municipalités de la MRC de la Matapédia. Donc, M. Stéphane n'est pas là, je ne sais pas. M. Michael? C'est toujours un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est plutôt la MRC qui fait le dépôt pour de l'acquisition d'équipements. Vous allez voir que ce point-là revient quand même assez souvent. C'est rare qu'on peut mettre la main sur des subventions de ce genre-là où on va chercher jusqu'à 50% des dépenses admissibles. Donc, la MRC ont un équipement qu'ils souhaitent acquérir. On parle d'un GPS, c'est un peu le même principe. La répartition des coûts se fait un peu différemment, mais il y a une économie à se regrouper et puis à faire l'acquisition par le biais du programme d'aide financière. Alors, c'est de l'équipement de nouvelles technologies. C'est sûr que les services, au niveau de services de génie à la MRC, lorsqu'on réalise des travaux routiers, etc., on a souvent recours à leurs services. Donc, on risque de profiter de cet équipement-là du côté d'Amqui. M. Egile, vous êtes toujours partant? Oui. Alors, ce sera proposé par M. Egile et appuyé par Mme Sylvie. Et on peut dire à ça aussi que M. Stéphane nous disait que ce serait important pour la ville d'Amqui de pouvoir l'avoir à l'occasion, que la MRC peuvent partager là, avec nous autres, parce que sans l'acheter complètement, ça coûte une petite fortune, mais si toutes les municipalités ont l'opportunité de pouvoir s'en servir, je pense que ça serait bien. Donc, on doit avoir une bonne chimie entre nous autres. Là. Exact. Alors, on va espérer que les 18 municipalités adhèrent à cette proposition-là. Voilà. Donc, on irait, si vous êtes d'accord, au point 6.11, demande au Conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiennes, donc des éléments pour l'accessibilité à la téléphonie cellulaire, donc l'appui de la Ville d'Amqui.
C'est une résolution pour laquelle la Ville est interpellée ce soir. La MRC de la Matapédia a eu l'occasion de se positionner sur un enjeu à la dernière séance publique. Alors, je ne sais pas si on va en faire une lecture de l'ensemble des considérants, sinon que l'objectif, oui, vous voulez qu'on y aille? Je vais y aller. Alors, allons-y. Et je résumerai en quelques mots quand même. Donc, considérant que plusieurs municipalités et secteurs de la MRC de la Matapédia n'ont pas accès à la téléphonie mobile cellulaire, comme c'est le cas dans la majorité des régions rurales au Québec et au Canada, considérant que des axes routiers importants de la MRC de la Matapédia échappent à la couverture téléphonie mobile cellulaire, ce qui affecte la sécurité des usagers de la route qui ne peuvent communiquer avec les services d'urgence en cas d'accident, comme ce fut le cas lors d'un accident survenu récemment sur la route de Sainte-Paul. Considérant que le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes tient actuellement des audiences dans le cadre de l'examen des services sans fil mobile au Canada, considérant que le modèle actuel de déploiement des services sans fil mobile au Canada n'est pas en mesure de répondre aux besoins des communautés rurales, considérant que Cogeco a informé la Ville d'Amqui qu'il propose un nouveau modèle réglementaire nommé exploitant de réseaux mobiles hybrides, considérant que ce modèle consiste à obliger les grands fournisseurs de services sans fil mobile à donner accès à leurs infrastructures et équipements à de plus petits opérateurs et à leur permettre d'acquérir du spectre, parenthèse fréquence, pour de plus petits territoires, en ce qui serait financièrement plus abordable pour les petits joueurs. Considérant que ce modèle augmenterait les options de services mobiles offerts par de plus petits opérateurs régionaux de services à large bande qui auraient dorénavant accès à des parties de réseau sans fil des entreprises nationales par l'entreprise d'une itinérance permanente obligatoire. Considérant que ce modèle, qui ne nécessiterait qu'une intervention réglementaire limitée, serait bénéfique pour les communautés comme la nôtre partout au Canada parce qu'il ouvrirait la voie à de nouveaux joueurs régionaux canadiens déjà présents régionalement afin qu'ils puissent offrir de nouveaux services sans fil. Offrirait un développement plus flexible des services sans fil dans les zones régionales et rurales qui souvent sont mieux desservies par des joueurs plus petits et plus locaux. Favoriserait de nouveaux investissements qui contribuerait à améliorer et à étendre les réseaux de la téléphonie sans fil cellulaire dans la région, ce qui serait bénéfique pour le développement économique régional, sécurité des usagers de la route et pour toute la population en général. Et un projet qui améliorerait la performance et l'atteinte des objectifs des programmes gouvernementaux d'aide financière qui seront tout de même nécessaires pour étendre la téléphonie mobile cellulaire dans toute la région et enfin accroîtrait la concurrence dans le marché. Et je pense que ce point-là de concurrence dans le marché est un des éléments sur lequel on souhaite ouvrir cette possibilité d'avoir d'autres joueurs au niveau de l'offre de services de téléphonie sans fil. Donc, en conséquence, il est proposé de transmettre un avis au Conseil de radiodiffusion et de télécommunications canadiennes dans le cadre des audiences sur l'examen des services sans fil mobile au Canada pour lui signifier notre appui au modèle proposé par Cogeco nommé exploitant de réseaux mobiles hybrides, qui consiste à obliger les grands fournisseurs de services sans fil mobile à donner accès à leurs infrastructures et équipements à de plus petits opérateurs et à leur permettre d'acquérir des fréquences pour de plus petits territoires, ce qui financièrement serait plus abordable pour les petits joueurs. Alors, comme mentionné, c'est une résolution qui a également été abordée du côté de la MRC. On a une invitation à augmenter le nombre de fournisseurs qui peuvent répondre aux besoins d'offrir un service de téléphonie sans fil sur nos territoires. Alors, le partage de réseau, ça existe déjà. Il y a déjà des antennes cellulaires, exactement des réseaux de distribution qui sont partagés par les grands joueurs. Ce que Cogeco souhaite par cette intervention-là, c'est que ces réseaux-là, ces grands réseaux-là, soient également accessibles à de plus petits joueurs, particulièrement dans les régions rurales du Québec et du Canada, dans le cadre de nous l'expose du côté du CRTC. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, sinon quelqu'un veut en faire la proposition. Je propose. M. Michel, vous en faites la proposition. Oui. Et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. Point 7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, attribution du poste de col bleu classe 2 au service des travaux publics à M. Michel Lavoie. Oui, le poste s'est libéré à la fin de l'été 2019. Il y a un processus, il y a un affichage interne qui s'est effectué. Nous avons eu différentes candidatures et la présente
recommandation vise à octroyer le poste à M. Michel Lavoie, qui est actuellement patrouilleur à la ville d'Amqui. Et ça, suite à une rencontre qu'il y a eu avec le comité de relations de travail, autant la partie syndicale que patronale. D'accord. Donc, des questions? Sinon, je vais prendre une proposition. En fait, la proposition, Monsieur le maire. Vous en avez fait la proposition, M. Gilles, et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Madame Sylvie. Votre prénom, oui, ça va. Je suis correct. Je suis plus contact. 7.2. Confirmation d'embauche de M. James Lévesque au poste de moniteur et caissier au service des loisirs. M. Jonathan? Oui, donc nous avons certains départs de prévus pour l'été 2020 de nos employés étudiants qui partent étudier à l'extérieur. Donc, nous devons préparer la relève. Donc, M. James Lévesque a été rencontré par Mme Annie Langlois le 15 octobre. Donc, c'est pour, on recommande l'embauche de M. James Lévesque au poste de moniteur et caissier à la piscine. Le début de l'emploi est le 17 octobre. C'est rétroactif. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Mme Sarah, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 7.3. Assignation temporaire de M. John Berube au poste de mécanicien de machinerie fixe au service des travaux publics. Mme Marie-Hélène. Oui, exactement. Alors qu'il y a eu un affichage autant à l'interne qu'à l'externe pour combler le poste de mécanicien de machinerie fixe parce que la personne qui occupe actuellement ce poste est en maladie. Et après avoir passé des entrevues, le poste est octroyé par la personne qui est à l'interne, qui occupe la fonction de préposé au service des loisirs, soit M. Jean Bérubé, à titre de mécanicien de machinerie fixe, pour la période d'affectation temporaire, soit jusqu'au retour de celui qui occupe le poste de mécanicien de machinerie fixe. Bien. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose en ce moment. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. Point 8. Travaux publics et hygiène du milieu. 8.1. Appel d'offres sur invitation. Achat d'abrasifs pour l'année 2019-2020. Adjudication du contrat. Oui. Monsieur Vincent. En fait, on est parti sur appel d'offres sur invitation. On a invité en fait deux soumissionnaires. Puis finalement, on n'a eu qu'une seule soumission au terme de l'appel d'offres. Et c'est les entreprises El Michaud et Fils qui ont soumissionné pour 30 238,43 taxes incluses. On rappelle que l'an dernier, en fait, le montant était de 29 663,55. Donc, il y a une légère augmentation à l'an dernier. Bien. Alors, je vais prendre une proposition. Je fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. 8.2. Mandat au service de génie municipal de la MRC de Matapédia. Donc, on s'en va en appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles. Donc, on va confier le mandat pour éventuellement lancer notre appel d'offres. Est-ce que c'est Oui, vous? exactement. Alors, c'est un contrat d'une durée de 5 ans. Le contrat se termine au 31 mai 2020. Comment que ça fonctionne? C'est qu'il y a un regroupement pour différentes municipalités de la MRC de la Matapédia, mais pour la ville d'Amqui, on est seul, considérant qu'on a un gros bassin. L'objectif de donner le contrat au service de génie de la MRC de la Matapédia, c'est pour qu'il prépare le devis et qu'il lance l'appel d'offres au nom de la ville d'Amqui afin d'avoir le meilleur adjudicateur au meilleur coût possible. Donc, c'est un mandat au montant de 1 000 $. Exactement. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 8.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Achat regroupé de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2020. Donc, lancement de l'appel d'offres. Madame Marielle? Oui, la ville d'Amqui, comme depuis plusieurs années, va faire partie de la proposition qui est faite par l'UMQ, soit de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière, et ça pour l'année 2020. Ce regroupement-là, ça précise les différentes règles et ça permet d'avoir des coûts très intéressants pour la ville d'Amqui.
La proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire. Et la ville d'Amqui désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ces activités. Et les quantités nécessaires sont inscrites par le directeur des travaux publics lorsque la formule est envoyée à l'UMQ. Donc, merci Mme Marie-Hélène. Des questions? Sinon, je vais prendre une proposition pour confier ce mandat-là à l'UMQ. Propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Madame Sylvie. Merci. 8.4, ajout de lampadaire pour les rues Robert Pilot et Marc-Aurèle Fortin, donc pour acceptation. Monsieur Guillaume? Oui, donc on avait eu une demande de faire l'ajout de lampes de rue dans la rue Robert Pilot. Et donc, on a fait l'analyse de tout ça suite à une demande de citoyens. Et il est possible, dans le fond, d'ajouter des lampes de rue à tous les 50 mètres habituellement. Donc, c'est le rayon qu'on considère lorsqu'on fait l'ajout d'une lumière de rue. Donc, il est possible d'ajouter 4 lampes de rue dans cette rue entre le 23 et le 27, entre l'immeuble 31 et 35, entre le 39 et le garage du numéro 129, avenue de la Fabrique, ainsi qu'à l'intersection des rues Robert Pilot et avenue de la Fabrique. Donc, c'est ce qui est prévu. Et en plus de celle-ci, il y aurait l'ajout d'une lampe de rue dans la rue Étienne Levasseur, Marc-Aurèle Fortin, pour l'ajout, dans le fond, d'une lampe de rue liée au projet de piste cyclable. Donc, ce qui fait qu'on aurait un total de 5 lampes de rue à ajouter. 4. C'est 4. 4, désolé. 4 lampes de rue. Voilà. Donc, à l'intérieur de la politique de... Oui, vous l'ajoutez, Mme Marie-Hélène? Oui, exactement. Peut-être juste à des fins de précision, en fait, les 4 indications que Guillaume a précisées, c'est ce qui devrait être fait selon la politique. Cependant, une fois qu'il y a des vérifications qui ont été faites sur le terrain, il y a une borne fontaine qui fait en sorte qu'on ne peut pas installer de lampadaire à cet endroit-là, ce qui fait en sorte qu'on doit décaler un petit peu. Alors, la proposition qui est faite selon le plan qui vous a été déposé, c'est qu'il y ait une lampe de rue entre le 23 et le 27, une lampe de rue entre le 35 et le 39 et une lampe de rue à l'intersection de la rue Robert Pilot et de l'avenue de la Fabrique pour un total de 3. Puis également d'en ajouter une sur Marc-Aurèle Fortin, comme le dit Guillaume. Dans ce cas-ci, dans le cadre de la piste cyclable, dans le cas de Marc-Aurèle Fortin. Notamment, exactement. Puis un meilleur éclairage. Alors voilà, on est à l'intérieur d'une politique là, sur laquelle on définit comment localiser, pas localiser, mais donner suite à des demandes là, de luminaires. Mme Marie-Hélène a bien fait la précision en regardant sur Robert Pilot de la problématique de la borne en fontaine. Cela étant, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des élus? Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais de la proposition. Monsieur Richard, vous aviez été interpellé d'ailleurs dans cette dernière séance, donc vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. Madame Sylvie. Merci. J'aimerais quand même Oui, monsieur mentionner Richard. concernant ce dossier, tous les dossiers présentés à la ville d'Amqui sont travaillés par nos gestionnaires le plus rapidement possible. Il n'y a pas de dossiers qui ne sont pas traités rapidement. Et celui-là, là, je pense qu'il va trouver raccord, parce que c'est pas vieux cette demande-là, et puis c'est rentré très rapidement. Alors, merci aux gestionnaires là, qui ont travaillé comme d'habitude, mais je tiens à le souligner quand même sur ce projet-là. On va faire le message à M. Chiat. Stéphane Guillaume. Merci. Merci du commentaire, effectivement. Il y a des fois aussi que les dossiers sont plus longs, c'est pas parce que les gestionnaires ne veulent pas les traiter, mais on a des fois des petites contraintes qui nous obligent à avoir des processus un peu plus complexes. Mais dans ce cas-ci, comme il se traitait rapidement, il se régularisait, effectivement, bravo aux gestionnaires qui ont donné suite à cette demande. Numéro 9, en urbanisme 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 3-415-004 du cadastre du Québec, situé au 21, Place Lévesque. C'est vous, Mme Marie-Hélène? Oui, exactement. En l'absence de M. Caron, je vais prendre le relais. Le 7 septembre 2019, Mme Diane Arbour a déposé une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 21 Place Lévesque, soit le lot 3 415 4 du cadastre du Québec. La demande vise à construire un garage détaché du bâtiment principal dont la hauteur totale et la localisation ne respectent pas la réglementation en vigueur. L'article 7.4.3, paragraphe 3A du règlement de zonage prévoit que l'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrière,
lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 25 mètres de la ligne de rue et qu'un bâtiment accessoire ne peut pas être implanté devant la façade du bâtiment principal, alors que le bâtiment projeté dans le projet serait localisé dans la cour avant et devant la façade du bâtiment principal. L'article 7.4.3, paragraphe 3b du règlement de zonage prévoit que la marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal, soit de 8 mètres dans cette zone, alors que le bâtiment projeté sera implanté à 3 mètres de la ligne avant du terrain, créant ainsi un empiètement de 5 mètres. L'article 7.4.3, paragraphe 4b du règlement de zonage prévoit que la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et que le garage projeté aura une hauteur de 4,47 mètres, soit 0,66 mètres de plus que la hauteur du bâtiment principal qui est de 3,81 mètres. Considérant que la majeure partie de la façade du bâtiment principal serait dissimulée par le garage projeté, après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la construction d'un garage détaché dont la hauteur totale et la localisation ne respectent pas la réglementation en vigueur, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes. Soit que le garage soit localisé à 5 mètres de l'emprise de la rue, que la bande de protection riveraine de 10 mètres du cours d'eau adjacent soit respectée et que le poste de service soit relocalisé sur un mur latéral. Excusez la porte. Alors, ça fait en sorte que les membres du CCU recommandent au conseil municipal que le garage, plutôt comme il est présenté, soit plutôt reculé plus vers la rivière pour davantage libérer la façade du bâtiment. Bien. Alors, est-ce qu'on a des gens dans la salle qui veulent interpeller le conseil, qui se sentent interpellés par cette demande et qui voudraient interpeller le conseil? Sinon, je vous invite à vous présenter au micro et à nous faire part de vos préoccupations. Bon, je comprends la décision. La seule chose qui nous interpelle, c'est que si on recule pour libérer la façade de la maison, c'est qu'on se rapproche de la bande riveraine. D'où l'importance qu'on protège notre bande riveraine parce qu'on a de l'or bleu par chez nous, hein. On y fait attention. Et puis, c'est sûr qu'il y a une partie de la maison, de la façade, qui est comme un peu cachée, mais dans la réalité, la maison, on la voit même pas déjà. Là, sauf là, il n'y a plus de feuilles dans les arbres, là. Mais normalement, la maison, on la voit pas, elle n'est pas sortie, elle est basse sur le terrain. Donc, l'importance du garage, ou ce qui aurait été situé, aurait fait que ça aurait fait une masse un peu plus grosse qu'on a dit, il y a quelque chose au bout du terrain. Parce que quand les gens arrivent dans la place Lévesque, la chose qu'ils vont dire, il y a des beaux arbres, il y a un beau terrain. Ils n'ont jamais parlé de la maison, on la voit pas. Donc, c'est pour ça que l'importance que la maison soit reculée, et de 1, elle n'a pas une incidence sur la visibilité de la maison, et de 2, sans le recul, on s'approche de la bande riveraine, et de plus, ce que j'ai entendu dire, il nous obligerait à faire un solage. Donc, des coûts pour rien faire un solage pour un garage. Fait que c'était mon point de vue. Fait que si la visibilité de la maison versus la bande riveraine, je préfère garder le même emplacement et protéger la bande riveraine. C'était notre point de vue par rapport aux frais encourus pour reculer le garage. C'est ça. Merci pour vos commentaires. Juste au niveau de la bande riveraine, c'est important de préciser que d'une manière ou d'une autre, vous avez l'obligation de la protéger et de la respecter. Oui. Alors, le 10 mètres va être respecté, peu importe le projet qui va être choisi au final. OK. Parce que présentement, on était dans les... Et la réglementation nous permet jusqu'à hauteur de 10 mètres, puis ça, tout le monde a l'obligation de le respecter. Oui, c'est ça. On était correct là-dessus. OK. C'était mon point de vue. Merci. Bien. Merci, Mme Arbour, d'avoir exprimé vos préoccupations. Cela étant, comme mentionné, le CCU a adressé une recommandation d'accepter en partie votre demande de dérogation mineure en fonction des distances souhaitées qui permettent de respecter la bande riveraine, mais évidemment de permettre, même s'il y a des arbres feuillus qui longent votre terrain, de quand même donner plus d'espace à la maison que d'arriver face à un début de garage. Donc voilà, à moins qu'il y ait des élus qui veulent
commenter ou réagir à l'intervention de Mme Arbeau. Je vais voir si j'ai quelqu'un qui est en mesure de faire une proposition en regard de ce dossier-là. Étant donné qu'on a discuté, je suis la représentante au comité, qu'on a discuté quand même assez longtemps de votre cas, j'étais d'accord avec la décision de tous mes commissaires, donc je vais faire la proposition du comité. Je vais l'appuyer. Alors, proposé par Mme Sarah et appuyé par M. Richard que le conseil municipal se positionne en regard de la recommandation qui a été exprimée par le comité d'urbanisme. Voilà. Merci, Mme Arbeau, de vous être déplacée. Alors, on va aller en 9.2, demande de dérogation mineure pour le lot 365 750 du cadastre du Québec, situé au 90 à 110 rue Proulx. Madame Marie-Hélène. Oui, alors, le 17 septembre 2019, Madame Anne Raymond a déposé la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 90 à 110 rue Proulx, soit nommément la coop agricole. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires pour régulariser la superficie et la localisation dérogatoire d'une enseigne appliquée. L'article 12.2, alinéa 1, paragraphe 7 du règlement de zonage prévoit que les enseignes posées à un bâtiment accessoire sont prohibées, alors que l'enseigne est localisée sur un bâtiment accessoire à l'usage principal. L'article 12.4.1, alinéa 1, paragraphe 4 du règlement prévoit que la superficie d'une enseigne appliquée ne doit pas excéder 0,5 m² pour chaque mètre de longueur du mur sur lequel elle est installée, jusqu'à concurrence de 30 mètres linéaires, alors que l'enseigne projetée aurait une superficie de 3,34 m², soit 0,84 m² de plus. Après analyse, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la superficie de 3,34 m² et la localisation de l'enseigne sur un bâtiment accessoire, toutes deux dérogatoires à la réglementation municipale, l'objectif étant de régulariser la situation actuelle. Merci, Madame Marie-Hélène. Alors, est-ce que j'ai des gens dans la salle qui se sentent concernés par cette demande de dérogation mineure? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. Vous proposez que le conseil municipal prenne une position qui est la même que celle du CCI? Oui. Vous proposez, M. Gide, et vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Michel, merci. 9.3, demande de dérogation mineure pour le lot 6 063 816 du cadastre du Québec, situé au 256 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Oui, alors, le 15 août 2019, M. Olivier Chagnon a déposé la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 256 boulevard Saint-Benoît-Ouest. En fait, c'est où la clinique Axe chiropratique est située. La demande vise à régulariser la hauteur de dégagement versus le sol et la localisation d'une enseigne autonome. L'article 12.4.3, alinéa 1, paragraphe 4 du règlement de zonage prévoit que toute partie d'une enseigne autonome dont la projection au sol se situe à une distance moins de 1,5 m de la ligne de rue doit assurer un dégagement vertical à partir du sol d'au moins 3 mètres, alors que l'enseigne autonome aura un dégagement de 0,80 m, soit 2,2 mètres de moins que la réglementation en vigueur. L'article 12.4.3, alinéa 1, paragraphe 3 du règlement prévoit que le socle ou la base d'une enseigne doit être installé à une distance minimale de 1,5 m, alors que l'enseigne serait localisée à 0,01 m de la ligne avant, créant ainsi un empiètement de 1,49 m. Considérant que l'enseigne a été autorisée par le permis 2017-0371, mais localisée non conformément à la réglementation lors des travaux, c'est la raison pour laquelle elle doit être déplacée. L'emprise du chemin est très large à cet endroit. Afin d'être visible pour cette enseigne-là, c'est important qu'elle soit visible du boulevard Saint-Benoît-Ouest. Il est proposé que l'enseigne soit rapprochée le plus possible de la ligne avant du terrain, étant donné la présence d'un arbre et la distance de la chaussée, sans empiéter dans l'emprise, mais ça permettrait de toujours s'assurer du chemin de voir l'enseigne, mais qu'elle demeure sur la propriété du propriétaire. Après analyse, le CCU recommande d'autoriser la régularisation de la hauteur du dégagement vertical versus le sol et la localisation de l'enseigne autonome telle que décrite. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose, M.
M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Je l'appuie, M. le maire. M. Gide. Merci. On est au point 10, 10.1, Club de golf Vermont. Donc, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires. On a besoin d'un appui de la Ville d'Amqui. M. Guillaume. Oui, tout à fait. Comme dans plusieurs dossiers en cours d'année, on a des appuis à faire au Fonds de développement des territoires. Donc, le club de golf créé en 1968, qui compte 9 trous, est tout à fait différent sur le plan du relief paysager et stratégique au sens propre du jeu. Donc, le club jouit d'une réputation extra-régionale et de nombreux sont les touristes à venir nous visiter, bien sûr, pour jouer à ce club de golf. Donc, la mission du club est de promouvoir le sport du golf et d'offrir à ses membres et aux visiteurs un parcours de qualité qui répond à leurs attentes. Donc, le projet consiste en procéder à la mise à niveau des installations septiques, procéder au renforcement de la digue protectrice du terrain et améliorer le système d'arrosage. Donc, le coût du projet est estimé à environ 304 000 $ et un montant de 20 000 $ est demandé au Fonds de développement des territoires de la MRC de la Matapédia. Donc, le Service de développement économique durable de la Ville d'Amqui recommande au Conseil municipal d'accorder son appui au Club de golf Vermont dans le but de déposer une demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires de la MRC. Alors, la SODAM, hein, Société de développement, s'est déjà positionnée en faveur de porter ce projet-là. Mais pour compléter, on a besoin d'un appui du Conseil municipal. Il n'y a pas d'engagement financier dans cette position-là. C'est simplement d'appuyer le projet pour adresser une demande du côté de la MRC. Alors, cela étant, est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Je propose. M. Michel, vous proposez. Je vais suivre. Mme Sylvie, vous allez appuyer. Merci. 10.2. Offre de service de l'entreprise d'électricité Garon. Entretien du bâtiment de la gare. M. Guillaume. Oui, dans le cadre de la gare d'Amqui, nous avons une entente avec Via Rail pour laquelle nous devons faire les travaux estimés à moins de 5 000 $. Donc, dernièrement, on a fait quand même plusieurs travaux, là, dont entre autres la démolition de l'escalier du côté droit. On a réparé le pavé uni, on a changé de la plomberie, remplacé certaines fenêtres qui étaient brisées. L'objectif ce soir, en fait, c'est de donner un contrat pour le changement des lumières qui entourent le bâtiment et ainsi que les lumières sur le trottoir en proximité pour les passagers, lorsque les passagers prennent le train. Donc, le mandat est d'un montant de 5 234 $ plus taxes à donner à l'entreprise Électricité Garon pour procéder au remplacement des projecteurs ainsi que pour l'éclairage des pignons et des trottoirs. Questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. M. Richard propose. Mme Sylvie, vous appuyez? Oui, absolument. Merci. En 10.3, entente avec Gestion Gisman pour démolition de bâtiments sur le lot 365 583 du cadastre du Québec, désignation destinataire. Monsieur le maire, Brigitte? ouais, je dois déclarer mon conflit parce que M. Ghislain Charest, c'est mon frère et je n'ai pas assisté à la réunion de travail quand on a discuté de cet article-là ou ce dossier-là. Bien, M. Gilles, merci pour la précision. Ce sera noté. Cela étant, Mme ou M. Guillaume, puis M. Guillaume, allez-y. Donc, en fait, c'est en lien avec le bâtiment situé sur le lot 3 165 583 situé au 55 rue des Forges à Amqui. Donc, la Ville est propriétaire de ce bâtiment-là. Il doit procéder à la démolition des bâtiments y étant situés. Considérant que la compagnie Gestion Gisman désire procéder à la construction d'un immeuble sur le terrain adjacent au 55 rue des Forges et que l'une des conditions pour la dite construction est que le bâtiment du 55 rue des Forges soit démoli. Considérant que l'entreprise Gestion Gisman s'engage à procéder à la démolition des 10 bâtiments et ce sans frais pour la Ville d'Amqui. Considérant qu'une partie des sols du terrain situé au 55 rue des Forges est contaminée, soit le lot de 3 165 583, et que Gestion Gisman déclare et connaître accepter les risques associés à la démolition des bâtiments du 55 rue des Forges pour les terrains adjacents, soit les lots 3 165 580 et 3 165 582. Considérant que Gestion Gisman s'engage à ne pas autoriser le déplacement des sols et à faire démolir uniquement les murs et les toits des bâtiments, tout en laissant en place les fondations des bâtiments dans le cadre des travaux exécutés, et qui s'engage à réaliser les travaux avant le 20 décembre 2019, on doit, à cet effet, avoir une entente entre les parties. Donc, c'est d'autoriser M. Pierre Damour, maire, ainsi que moi-même, directeur du service de développement économique durable, à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui la dite entente ainsi que tous les documents afférents nécessaires à son exécution. Donc, on parle des bâtiments situés sur les terrains de l'ancienne teinturerie de Laval. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, Mme Sarah? Je vais
proposer. Vous allez en faire la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel. Merci. En 11, loisirs et culture, plaidoyer de culpabilité pour le constat d'infraction 100-400, 111, 711, 22, 45. Donc, autorisation de paiement et désignation d'un signataire. Monsieur Joseph. Oui, donc on recommande au conseil municipal de plaider coupable au constat d'infraction et de débourser la somme de 5 156 $ et de me désigner comme signataire défendeur pour la déclaration de mise à jour de la tour de refroidissement qui devait être faite avant le 1er mars 2019 et elle a été faite par la suite de cette date. Donc, c'est la raison pour laquelle nous recommandons au conseil municipal de plaider coupable. Et ce constat d'infraction-là nous provient de... dans le fond, c'est de la Régie du bâtiment du Québec qui est acheminé par le ministère de la Justice. On comprend qu'ils ne sont pas très négociables. On est en infraction, c'est ça. Voilà, donc c'est des situations qu'on ne souhaite pas, mais malheureusement, quand ça arrive, il faut assumer nos responsabilités. Cela étant, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Du côté ouest, M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Richard. Je présume que c'est l'ouest, mais j'en suis pas très sûr. Voilà. Au point 12, demande de dons et commandites. Donc, la liste des dons au 15 octobre. Est-ce que un membre du comité a convenu des... J'ai quelqu'un moi, j'étais absent de répondre dans le comité. Monsieur Michel sera là. Oui. Allez-y, M. Michel. Alors, d'abord, demande du club de motoneige La Vallée de la Matapédia qui projette de produire la carte des sentiers 2019-2020, donc commandite 200 $, ça est accordé. Maison des familles de la Matapédia, souper de Noël le 7 décembre 2019. La décision a été reportée. Non, je pense qu'on avait une proposition. Une proposition de 655 $. Ah, OK. Incluant, bon, c'est ça, je voulais être certain. Alors, ça représentait... 200 $ en don. 200 $ en don et les salles, la gratuité L'équivalent. des salles, ce qui représente 655 $. N'est-ce pas, C'est ce que Guillaume? vous aviez convenu, effectivement. Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas commettre Pas de d'impair. souci. Et la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, pour la campagne de Noël, la Matapédia, mon centre d'achat, 3 000 $ octroyés. Et dans ce cas-là, avec des nouveaux éléments de visibilité, pour s'assurer que la ville est bien identifiée comme étant un partenaire majeur de cette... Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que dans le cadre de la campagne de Noël, les municipalités sont les seules organisations qui payent pour la publicité liée à la campagne de Noël. Donc, toute cette somme-là est investie dans la publicité pour nos commerçants, finalement, pour faire en sorte que nos citoyens puissent acheter localement leurs produits. Donc, on encourage nos citoyens à acheter dans les commerces locaux pour leur cadeau de Noël. Alors, on est cohérent et conséquent avec le message qu'on adresse en termes d'une activité locale, de faire la chose chez nous. Donc, on va inviter nos citoyens, nos citoyennes à, évidemment, aller faire leurs emplettes d'abord dans les commerces d'Amqui. Et c'est l'idée d'appuyer cette campagne-là. Donc, concrètement, soutenir nos entreprises d'Amqui pour que les citoyens et citoyennes puissent aller faire le provisions ou les emplettes de Noël de ce côté-là. Ça fait le tour, M. Michel, des différents points de dons. Alors, cela étant, j'ai besoin d'une proposition globale pour ces trois organisations-là. Madame Sarah, vous allez proposer et vous êtes appuyé par... Et je vais appuyer. M. Michel, merci. Alors, moi, je pourrais rajouter que j'étais absent lors de cette rencontre-là, mais entièrement d'accord avec le comité. Bravo. Bien. Au point 13, représentation, congrès et formation, donc 13.1, réunion annuelle d'information et de coordination du Bas-Saint-Laurent par le ministère des Transports. Ça se passe le 5 novembre à Saint-Antonin. Donc, une autorisation de déplacement. Oui, c'est pour autoriser M. Serge Perron, surintendant, à participer à cette réunion qui va se tenir le 5 novembre à Saint-Antonin. Proposition dans ce sens-là? Propose, M. le maire. Monsieur Égide, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Richard, merci.
13.2, Sommet international de l'innovation en ville médiane du 13 au 15 novembre 2019 à Shawinigan. Autorisation de déplacement. Monsieur Guillaume? Oui, donc la demande consiste à m'autoriser à assister au sommet international de l'innovation en ville médiane qui va se tenir au mois de novembre à Shawinigan, effectivement. Donc, ce sommet-là, dans le fond, l'objectif, c'est de créer des occasions de maillage au bénéfice des entreprises innovantes avec d'autres entreprises innovantes localisées en ville médiane. Une ville médiane, c'est une ville de centralité ou une ville de plus petite taille que nos grands centres. Donc, dans divers pays. Donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est favoriser le développement d'entreprises en démarrage et de PME qui proposent des solutions innovantes à leur marché, partager des exemples concrets de projets innovants déployés dans les villes médianes, accélérer le déploiement d'innovation dans les villes médianes du Québec et à l'international, et faire rayonner et positionner les villes médianes comme lieu potentiel d'implantation d'entreprises innovantes. Il faut juste mentionner que la première édition, donc ça c'est la deuxième édition, la première édition avait eu lieu dans la ville de Nevers en France. Donc c'est la première fois que ça va être au Canada pour cette année. Les frais reliés à cet événement-là, on a la chance d'avoir une collaboration avec la ville de Shawinigan qui nous offre une inscription gratuite. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'hébergement, il n'y a pas de frais de déplacement, il y a tout simplement des frais de repas. Donc, c'est un frais de 100 $ qui est prévu pour le déplacement. Ouais, peut-être des petites précisions, en fait. Pour moi. Dans le cadre de... Monsieur Guillaume présente les coûts engagés dans le cadre de son déplacement à lui, mais on en a profité pour jumeler cet événement-là avec le caucus des municipalités de centralité du côté de l'UMQ. Et dans ce cadre-là, les déplacements sont assumés par l'UMQ. Donc, c'est ce qui permet ce jumelage-là. On a fait... je pense que ça va créer un élément davantage de maillage et de réseautage parce qu'on comprend qu'il y aura plusieurs directeurs de développement économique du territoire. Nous, on est membre, la Ville d'Amkoun également membre du réseau du RVIEQ, donc il y aura là une occasion de faire du réseautage intéressant. De mon côté, je gérerai également ce sommet-là puisque le caucus des municipalités de centralité va se tenir du côté de Nicolet, donc à quelques kilomètres. Donc, on fait un déplacement rentable, disons-le ainsi. Tout à fait, c'est l'objectif. Puis on va co-chambrer également en termes de coûts. On peut tout dire ça aujourd'hui. Avec ce soir. Aucun secret. On peut tout mentionner ça ce soir. Voilà, c'est dit. Ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Mais c'est pour ça que M. Guillaume présente uniquement des demandes une autorisation de déplacement dans laquelle il présente uniquement des frais de repas. Parce qu'on a jumelé un certain nombre d'événements. Voilà, cela étant dit... Je vais en faire la proposition. Non, ça coûte pas cher, mais ouais, j'y vais. Pas si on en a assez dit ou trop dit, mais en tout cas, on en a dit pas mal. J'appuie la... Donc, proposé Mme Sylvie, appuyé par Mme Sarah. Merci. Changement de sujet. Oui. 13.3. Formation de l'UMQ, les enrobés bitumineux, bien comprendre pour mieux gérer. Donc, une formation organisée par l'UMQ du côté de Matane. Alors, Mme Mariella? Oui, c'est en fait pour permettre à M. Stéphane Chasson, directeur des travaux publics, et M. Joël Lavoie, technicien en génie civil à la ville d'Amqui, de participer à cette formation qui est gratuite et offerte à Matane, dénichée par M. le maire. Oui, mais c'est à l'invitation du collègue de Matane qui a demandé que la formation se termine. Alors, l'an passé, nous, on avait amené les gens de la région de Bas-Saint-Laurent, du côté de Val-d'Irène, une formation sur la gestion des actifs, d'ailleurs. Alors, cette année... voilà. Donc, oui, je pense que c'est une belle opportunité pour M. Stéphane. L'enjeu des enrobés bitumineux est important. Oui, M. Gilles. Je vais en faire la proposition et je vais me proposer pour aller assister aussi à la réunion de formation, parce que je veux savoir, moi aussi, c'est quoi qui se passe là, puis c'est quoi qu'on doit faire avec nos travaux publics, ce qu'on doit, comme bitumeux, mettre dans nos chemins. Vous êtes libre le 14 novembre? Je suis libre, puis je peux fournir la voiture. Avec nos avec collègues. n'importe qui. Il n'y a pas de coucher, donc c'est uniquement des déplacements. si vous n'avez pas de fonds, je vais y aller gratuitement. Non, mais oui, M. Gilles, je pense que l'idée, c'est ouvert également aux gestionnaires et aux élus, là, toute réserve. Alors, oui, je pense que oui. Alors, ça sera vérifier les modalités avec M. Je peux devenir gestionnaire, je peux venir oui, je n'ai n'importe pas de doute sur l'ensemble de vos compétences, M. Gilles. Dans le cadre de vos fonctions à la Ville, on va laisser le travail de gestionnaire à M. Stéphane. Mais si l'invitation est légalement du côté des élus, je comprends votre intérêt, M. Gilles. Merci. Cela étant, la proposition a été faite en bonne et due forme.
Alors, s'il y a lieu, madame... Il n'y a pas eu d'appui? Il nous manque le proposeur appuyable. J'ai proposé, madame la directrice. Oui. Est-ce qu'on Je l'attendais. comprend... Est-ce qu'on comprend, Mme Marie-Hélène, que la proposition inclut M. Gilles, Monsieur oui, Gilles et c'est ce M. que je Stéphane? comprends également, Ouais. si j'ai OK. votre appui, évidemment. Oui, on va la faire cette forme-là. Puis j'ai pris le temps de lire rapidement, puis ça dit présenté par 12 ingénieurs qui œuvrent dans le domaine depuis de nombreuses années. Cette formation sera un outil pour faciliter la prise de décision des élus et du personnel municipal. Alors, M. Charles, vous êtes le bienvenu. Merci. Donc, c'est appuyé par Mme Savard. Oui. C'est ce qu'on comprend. Bien. Alors, on avait retiré le point 14.1, 14.2. Donc, motion de félicitations à Mme Marianne Potvin et M. Bertrand Hudon. Donc, nos bénévoles de l'année pour Aboukoui lors de la fête des moissons tenue le 10 octobre. Monsieur Gilles. Oui, j'ai eu l'occasion d'assister avec M. Normand Boulian, conseiller, à la fête des moissons qui était à Saint-Damas, c'est ça? Et belle salle, bien reçue, chaleureux, bonne nourriture, c'était vraiment... Et on a 2 personnes d'Amkoui qui ont été choisies, une jeune personne puis une moins jeune. On a madame, je vais commencer par la jeune, madame Marianne Potvin, Amkoui. Voici ce qu'elle a été mentionnée lors de la soirée à propos de mademoiselle Potvin. Marianne Potvin est une jeune femme très généreuse de son temps. Elle s'est démarquée dans le projet de son grand ami Florent Antil lors de sa levée de fonds pour le manoir rénal McDonald. Au cours de son passage à l'école secondaire Armand-Saint-Onge, elle a fait partie d'un comité en vol qui vise à accueillir de nouveaux étudiants et du projet d'inclusion des jeunes du groupe 13 à 21 ans, vivant avec un handicap. Il faut dire que Marianne a un côté social très développé, en plus d'être mature, curieuse et d'avoir des intérêts dans plusieurs domaines tels que la chasse, le motocross. Merci de ton temps, Marianne. Et l'autre, c'est M. Bertrand Hudon, très bien connu dans la ville d'Amkoui. Voici une description de M. Hudon. M. Hudon est presque partout. Bénévole dans plusieurs municipalités de la MRC, il s'est particulièrement démarqué à Amkoui, membre des Chevaliers de Colomb, 56-42 d'Amkoui. Il a été membre du comité exécutif durant plusieurs années et lecteur de prières lors des cérémonies de décès des membres de Chevaliers. Depuis, il a fait du bénévolat pour la collecte de sang. Il était responsable des initiations au premier degré, responsable des billets pour les soupers et les billets colombiens. Il est aussi bénévole depuis longtemps lors des tournois de hockey au club VTT de la Matapédia. M. Hudon est un homme vaillant, généreux de sa personne et très intéressant. Peut-être allez-vous avoir la chance de le croiser au gym ou dans un sentier de VTT. Chose certaine, M. Hudon n'arrête pas beaucoup. Merci pour votre dévouement. Et puis, l'organisme offrait un certificat avec un panier, j'ai vu ça quelque part là. En tout cas, un panier monté pour la fête là, des moissons avec des fruits, des légumes, toutes sortes de choses. Très intéressant. Et des produits régionaux. Avec des têtes de violon. Alors, vous faites une motion de félicitations. Oui, madame. Monsieur Gilles, Oui, je monsieur. pense que tous vos collègues se joignent à vous pour féliciter nos 2 récipiendaires. Alors, on pourrait peut-être leur donner une bonne main d'applaudissement. Ouais. Nos 2, bravo. C'est ça. Si je veux bien reprendre, là, ont reçu un certificat de reconnaissance ainsi qu'un panier de produits locaux. Bien. Un gros merci, puis félicitations à ces personnes-là, des bénévoles, là, on les remercie jamais assez. Jamais assez. Nous autres, ici, à Amkoui, on les remercie parce que la plupart du temps, Monsieur le maire, on le fait un souper, hein, des bénévoles. Oui. Puis un grand souper parce qu'on doit rassembler au-dessus de 400, 500 personnes presque. Mais là, ça, c'est la MRC qui organise ça. À chaque année, chaque village est choisi comme un tirage de hasard dans un pot, là, quelque chose de même. À l'heure actuelle, il reste 4 billets, là. Puis pour l'année prochaine, c'est Sébec qui a gagné le gros lot. L'année prochaine, après Sébec, peut-être qu'on court une chance. On ne sait pas. En tout cas, on va sortir, il en reste 4. On va sortir à un moment donné.
Bien, merci, M. Gilles. Alors, on sera au point 15, donc une seconde période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes dans la salle. Alors, si on a des gens qui veulent interpeller le conseil municipal, je vous invite à vous déplacer au micro, vous nommer et nous faire votre intervention. Moi, c'est Paul-André Boudreau. Bonsoir, M. Boudreau. Avez-vous eu d'autres nouvelles de mon affaire? Et non, M. Boudreau, le dossier est toujours au même point qu'il l'était à la séance du 7. On va vous réadresser les mêmes préoccupations qu'on a de notre côté, c'est de connaître, aussitôt qu'il y a un intérêt qui se manifeste, on comprend que vous êtes prêt à libérer cette propriété-là. Donc, on demeure à l'affût des opportunités pour trouver une solution à votre enjeu, mais pour le reste, le dossier n'a pas évolué là, sur les autres fonds. À ce temps, je voudrais une question. Là. Ça doit être... Il y a une bonne fontaine, c'est marqué dessus hors d'usage. C'est quoi l'affaire? On peut faire... Ça arrive des forges. Okay. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre, mais ce que je m'engage à faire, toutefois, c'est de prendre l'information, puis à la prochaine séance du conseil municipal, on va pouvoir donner la réponse. Ils ont mis une toile par-dessus la bonne fontaine. C'est sûr qu'il y a une problématique. S'il arrivait un feu, là... Non, mais inquiétez-vous pas que le service incendie, c'est sûr qu'ils sont informés puis qu'ils ont des mesures en fonction de ça. Là. Bon, à ce temps, je vais vous mettre la clé de l'usine de l'autre bord. Vous pouvez la remettre peut-être à M. Guillaume, si vous voulez. Donc, on comprend dans ce cadre-là, M. Boudreau, vous avez été le gardien de l'usine dont la Ville a pris possession en juin 2018. C'est ce que je comprends de votre intervention. Voilà. C'est de valeur qu'on n'a pas eu d'une entente là-dessus pour l'explication de ce que c'est qu'elle rapportait l'usine. Moi, je trouve que c'est une terrible affaire pour vous autres. Bien, écoutez, M. Boudreau, on peut entendre, si vous voulez venir vous exprimer, on peut entendre vos préoccupations. Nous, comme acquéreurs, on a la conviction qu'on va être capable de relancer cette usine-là. Dans ce cadre-là, c'est ce qu'on veut travailler et c'est sûr que si on est en mesure de relancer, bien, ce sera une excellente nouvelle pour nous. Alors, on travaille actuellement. Je souhaite bonne chance à tabarnouche. Ben, je vous remercie, M. Boudreau. La chance, ça va nous en prendre, mais ça nous prend aussi de la volonté de créer une activité économique forte chez nous, puis on pense que la relance de cette usine-là va nous permettre ça. Merci, M. Boudreau, de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires du côté de l'assistance? Sinon, je vais nous amener au point 16, donc période de questions et commentaires des élus. Alors, est-ce qu'on a des élus qui veulent s'adresser à nos citoyens et citoyennes? Oui, commentaire. Je suis très heureux de voir une ancienne collègue comme conseillère pour la ville d'Amqui, Mme Diane, qui a donné 2 mandats, je crois. Merci beaucoup, Diane, pour avoir partagé ces 2 années-là. C'était 8 ans là avec toi. Donc, c'est un remerciement impromptu à part de M. Gilles, mais on les prend tous. Sinon, d'autres commentaires ou préoccupations que les élus veulent adresser? Peut-être quelques mots sur notre station de ski. Je sais que M. Guillaume va vouloir nous adresser quelques mots également. Je vais peut-être vous laisser la parole dans un premier temps, M. Guillaume, puis je reviendrai avec notre temps régional. En fait, c'est tout simplement pour mentionner à nos citoyens qu'on entend parfois parler qu'à Amqui, c'est pas possible de procéder à des constructions de résidences, de nouvelles résidences. Donc, on voulait tout simplement mentionner aux citoyens que c'est bel et bien possible et que nous avons une multitude de terrains disponibles. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont à la recherche d'un terrain résidentiel, de tout simplement communiquer avec nous à l'hôtel de ville et puis ça va nous faire plaisir de leur transmettre la liste des terrains disponibles pour des constructions neuves. Donc, il y a des terrains avec service, avec semi-desservis et sans service de disponible. Donc, on voulait tout simplement vous signifier que c'est possible à la ville d'Amqui. Donc, c'est un message positif et il faut changer un peu. Là. Il y a eu un certain temps, peut-être que les gens sont restés avec un message dans lequel, il y a quelques années, on avait fait un moratoire peut-être là, sur le développement résidentiel. Alors, ça, c'est terminé. Actuellement, on a des terrains disponibles et qui vont convenir. Là. On va trouver ceux qui conviennent aux besoins des gens qui veulent venir s'installer à Amqui. Alors, le message est lancé. Merci du rappel. Mon collègue Bruno et moi-même, ça va nous faire plaisir de rencontrer les gens.
Alors, vous avez besoin de venir, on souhaite que vous veniez vous installer à Amqui. Alors, on a des espaces, on a déjà construit également, marché immobilier intéressant également du côté d'Amqui. Pour les gens qui voudraient déjà une habitation déjà construite, on a, je pense, une offre d'immobilier intéressante du côté d'Amqui. Merci, M. Guillaume. Je prends quelques minutes pour parler de la station de ski Val-d'Irène. La semaine dernière, il y avait l'Assemblée générale annuelle. Alors, pour une deuxième année, la corporation a terminé avec un excédent des revenus sur les dépenses là, de l'ordre d'à peu près 60 000 $. On est dans une deuxième année de surplus d'exercice. Alors, c'est une excellente nouvelle. Alors, je pense qu'il y a eu des années plus difficiles du côté de Val-d'Irène, mais actuellement, on est sur une belle lancée. Et ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'il y a un communiqué qui a été émis du côté des médias. On a lancé l'opération Journée Pente ouverte. Alors, c'est une belle initiative. Ce qu'on veut offrir, puis, Sarah, qui est du côté de l'école, en a peut-être entendu parler. On veut, dans le fond, la pérennité de cette infrastructure-là, elle repose sur la capacité qu'on a à amener des jeunes à la fréquenter. Alors, ces jeunes, actuellement, ils sont dans les écoles. Et je pense que c'est un message qu'on a déjà adressé là, du côté lorsqu'on a rencontré la directrice générale et moi, la directrice générale et la présidente de la commission scolaire. Ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que nos écoles utilisent davantage nos infrastructures et plus on va créer un achalandage jeune, plus on va créer des jeunes en santé. Alors, s'ils sont sur le terrain de golf, s'ils sont à la piscine, à l'Arena, s'ils sont à Val-d'Irène le week-end, bien, ils risquent d'être plus en forme le lundi matin pour poursuivre les apprentissages scolaires. Alors, simplement, un petit coup de chapeau. La station de ski Val-d'Irène lance la journée Pente ouverte. Ce que ça va permettre, c'est d'avoir une journée d'accès gratuit du côté des écoles, de toutes les écoles du territoire, la MRC de la Matapédia. Donc, les jeunes vont pouvoir louer des équipements, mais le billet d'accès à la remontée sera gratuit. Alors, c'est une excellente initiative. On espère que ça va créer le goût aux jeunes de venir développer leurs habiletés du côté des sports de glisse. Alors, vous en avez entendu parler, Mme Sarah? Oui. Et j'ose croire que c'est bien accueilli. Alors, il faudra qu'on ait une stratégie là, pour que les écoles de la MRC de la Matapédia adhèrent à ce projet-là, mais voilà. Et également, parler là, qu'il y a une dynamique très positive. On a Marie-Laurence Giroux qui travaille du côté de la corporation Val-d'Irène et qui fait des excellents outils de marketing. Alors, un petit coup de chapeau à Marie-Laurence, mais il y a une effervescence positive là, du côté de Val-d'Irène. Puis je souhaitais juste ce soir profiter de l'occasion pour inviter les gens à venir fréquenter leur station de ski. Une belle station de ski, conditions de glisse, neige 100% naturelle. Alors, on n'a pas de contrôle sur ce qui tombe, mais on sait qu'on a une très belle montagne, un beau chalet, une belle remontée. Alors, je vous invite, si vous avez cessé la pratique du sport de glisse, à renouer avec cette belle activité-là hivernale. Voilà. Autrement, je n'ai pas nécessairement d'autres préoccupations. Monsieur Michel, voulez-vous... Ah non? Je voulais juste mentionner que, prendre la balle au bon, que Mme Marie-Laurence est également membre du conseil d'administration de la Fondation Johnny Germain. C'est elle qui a produit le logo également de la Fondation. Ça fait qu'effectivement, elle fait du travail pas mal remarquable. Oui. Puis, sous toute réserve, c'est une jeune qui est à l'extérieur, qui a décidé de venir habiter à Régine. Alors, bravo. Petit coup de chapeau à Marie-Laurence. Alors, voilà. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou préoccupations des élus, je vais prendre une proposition pour l'enlever de la séance. M. Gilles, vous en faites la proposition. Et vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Michel. Alors, nous, on se retrouve le 18 novembre prochain pour une prochaine séance publique. D'ici là, portez-vous bien. On est le 21, n'oubliez pas, le 30 octobre, sommet de la Matapédia. Si vous n'êtes pas encore inscrit, dépêchez-vous. Une opportunité qu'on a pour exprimer nos préoccupations sur la façon dont on voit l'avenir de notre communauté matapédienne. Donc, portez-vous bien. On se retrouve le 18 novembre prochain. Merci à tous.